Dans quelques instants pour voir les scénarios, les solutions, les pistes pour essayer de s'adapter. On va en parler avec nos invités. Jean-Marc Zulesi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance des Bouches-du-Rhône, président de la commission développement durable et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Dimitri Carbonel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en adaptation au changement climatique, ça tombe bien, auteur de 2050 Crash ou Renaissance aux éditions Libri Nova. Merci également d'être là. Jean-Marc Zulesi, pourquoi est-ce qu'on privilégie ce scénario qui est finalement le moins favorable? Parce qu'il faut avoir un regard lucide sur la situation, une situation qui nécessite que notre pays anticipe, que notre pays se prépare. Et donc, dans cette volonté d'anticiper, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a lancé cette consultation, de sorte à ce que nous puissions travailler main dans la main avec l'ensemble des pans de notre société pour qu'ensemble, à travers notamment les différents textes qui nous seront proposés, je pense notamment à la stratégie nationale bas carbone, nous soyons en capacité de porter une politique encore plus ambitieuse que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Je vous taquinez un peu, mais le gouvernement choisit toujours le scénario du pire. C'était pareil pour les scénarios du corps sur la réforme des retraites. On a choisi le moins bon pour pouvoir faire passer la réforme des retraites. C'est un gouvernement catastrophiste? Non, c'est un gouvernement qui est lucide par rapport à la situation. C'est un gouvernement qui prépare l'avenir et qui donne la possibilité à notre société de faire face à une situation qui s'annonce catastrophique. Et donc notre volonté est de pouvoir anticiper, faire de la politique, c'est aussi de pouvoir anticiper les problématiques à venir. Dimitri Carbonel, comment on en est arrivé là? On parlait à l'époque de la COP21, c'était en 2015, de plus 1,5 degré, ça nous paraissait déjà colossal. Comment on est arrivé là pour arriver maintenant à plus 4 en 2100? Alors, c'est vraiment de l'inaction climatique, dans le sens où, c'est-à-dire qu'on se disait, on attend que les choses s'aggravent. Et petit à petit, entre guillemets, parfois, c'est un petit peu le couteau sous la gorge, qu'on se dit, bon, là, il va falloir commencer à se bouger, parce que sinon, ça va s'empirer. D'ailleurs, il y a un point qui est intéressant, ça, parce qu'on parle de 4 degrés en 2100, c'est en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus 1,2 degré dans le monde, en moyenne. En France, c'est plus 1,7 degré. Et on voit que déjà à 1,7 degré, on va avoir un certain nombre de pénuries d'eau. On en a eu en 2022. Ça va être encore pire en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire? La France est un mauvais élève? Non, là, directement, les 1,7 degrés, c'est directement lié à là où se trouve la latitude de la France, en fait. C'est parce qu'on a un climat qui est tempéré. Pas parce qu'on est plus mauvais que les autres. Sur ce sujet, non. Et puis après, on pourra revenir là-dessus. Oui. Les émissions de gaz à effet de serre, en fait, touchent le monde entier de manière à peu près équivalente. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit que les répercussions de 1,7 degrés, en fait, ont déjà un énorme impact. Déjà, l'année dernière, en 2023, et qu'il va falloir s'adapter, pas uniquement pour 2100, mais dès aujourd'hui, on va parler de pénurie d'eau ou d'autres éléments. De sécheresse, d'incendie, etc. On voit qu'on est déjà en plein dedans. On est en plein dedans et c'est vrai que, par exemple, quand on parle de la concertation, je pense effectivement que c'est essentiel de s'adapter pour 2100, mais si on ne veut pas que ça tourne entre guillemets au pugilat, lorsqu'il va y avoir entre des agriculteurs, des habitants, des entreprises qui vont vouloir avoir cette eau, eh bien, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'une collectivité gère ça? Et je pense que l'État, là-dessus, a un rôle essentiel et il doit anticiper. À mon avis, il aurait dû anticiper bien avant. Il s'est passé un certain nombre de choses en 2022. Il aurait pu anticiper comme bien avant. Et là, je pense Jean-Marc Zulesi pourra en parler. Et effectivement, notre volonté est aussi de mettre en musique ce que nous avons acté, notamment dans la loi climat résilient. Je pense notamment à la lutte contre l'artificialisation des sols, qui a des conséquences dramatiques dans nos territoires. La mise en place des zones à faible émission mobilité, qui pose aussi un certain nombre de questions d'acceptabilité dans les territoires. Et puis, je le disais, je porte une proposition de loi sur le développement des trains du quotidien, les services express régionaux métropolitains, pour que nous puissions accompagner nos concitoyens dans des alternatives aux énergies compliqué carbonées à mettre en place. C'est peut-être compliqué, mais notre responsabilité, c'est de le faire. De COP en COP, que se passe-t-il? Personne ne respecte les accords pour que le chiffre soit de plus en plus mauvais de ce réchauffement climatique. Vous avez raison de souligner la nécessité qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Mais on a l'impression qu'elle y est. À chaque COP, on a des bonnes intentions, des belles déclarations. Oui, et donc c'est notre responsabilité, la France, l'Europe, de montrer que nous pouvons créer un autre modèle, un modèle qui respecte l'environnement, un modèle qui permet de lutter contre le réchauffement climatique et surtout qui est en capacité de mobiliser les moyens nécessaires, parce que ça coûte de l'argent, d'accélérer la transition écologique.
Alors, on a entendu Christophe Béchu qui souhaite lancer une grande consultation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Marc Suélézy, pour qui est cette consultation? Est-ce que c'est pour tout un chacun? Est-ce que c'est essentiellement pour les acteurs majeurs, les entreprises, les collectivités territoriales, etc. On a un peu du mal à comprendre. Le principe est très simple. Nous devons mobiliser l'ensemble des pans de notre société. Et partant de ce principe-là, eh bien, nous souhaitons mobiliser tous les secteurs, du citoyen en passant par les collectivités territoriales, en passant par les entreprises. Et dans le cadre de cette consultation, l'ensemble de ces secteurs ont la possibilité de venir participer à cette grande consultation, à ce plan de transformation, à ce plan d'adaptation. Et je le disais tout à l'heure, tout cela doit très rapidement se ressentir au niveau réglementaire et au niveau législatif. Dimitri Carbonel, je vous vois légèrement sourire, peut-être que ça n'a rien à voir, mais est-ce que vous vous dites pas encore une consultation? Parce qu'on sort à peine, j'allais dire, de la Convention citoyenne sur le climat, dont on n'a d'ailleurs pas forcément retenu les principales idées. Je laisserai Jean-Marc Suélézy défendre la majorité présidentielle dans un instant, mais encore une consultation, on a encore le temps de consulter, là on ne devrait pas agir concrètement? Il y a deux choses, il y a des problématiques à court terme et à long terme. Alors, je vais être un petit peu dur, entre guillemets, mais imaginons qu'il y a un début d'incendie et qu'il y ait des pompiers qui commencent à consulter les habitants pour savoir où est-ce qu'il faut placer les extincteurs. C'est un petit peu tard pour le faire. Notre planète brûle et nous regardons ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que, cette consultation... Franchement, je pense qu'il y aurait dû avoir des choses qui auraient été faites dès la fin de la canicule en 2022. Là, évidemment, cette consultation est importante pour la suite parce que ça va être encore plus compliqué en 2024, 2025, 2026, etc. Et d'autre part, il y a un vrai travail qui doit être fait avec les collectivités pour leur donner les outils. Je vais prendre un exemple. Il y a notamment le syndicat de l'aménagement dans le bassin de Vienne qui ont réuni un très grand nombre d'acteurs, que ce soit les régions, les départements, des collectivités, mais aussi les entreprises, les agriculteurs, etc., autour de la table pour se répartir effectivement l'eau ou la pénurie d'eau, entre guillemets. Eh bien, ce type d'initiative pourrait être beaucoup plus déployé un peu partout, notamment dans le sud de la France. Et je pense que l'État peut aussi servir de levier pour mutualiser ces initiatives, pour avoir un cadre et faciliter ça. Parce que ça ne suffit pas de le faire sur un territoire, mais il faut le faire sur l'ensemble. Il ne faut pas oublier qu'il y a 26 départements qui vont avoir des grosses problématiques en termes de sécheresse, qui ont des pénuries d'eau qui sont très importantes. La question, c'est comment est-ce qu'on va gérer ça et comment est-ce que l'État peut gérer ça en même temps si, effectivement, toutes les urgences arrivent en même temps. Il faut vraiment anticiper. Jean-Marc Suélézy, je comprends l'idée de consensus, de cohésion nationale, etc. Vous n'en avez pas marre de consulter pour poser les choses un peu clairement? Parce que, j'allais dire, vous êtes aussi élu pour agir, vous l'avez dit tout à l'heure, et pour prendre vos responsabilités. Il y a déjà eu une convention climat, certaines idées ont été retenues, mais pas la majorité. Là, vous consultez, qu'est-ce qui va en ressortir, dans combien de temps? Est-ce qu'on ne perd pas du temps? Non, on ne perd pas du temps parce que si on veut que cette transition écologique soit acceptée, eh bien, il faut qu'elle soit partagée. Je pense notamment au sujet de la transformation de notre modèle agricole, au sujet des conflits d'usage de l'eau. Demain, on fera dans la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire une audition spécifique sur le développement des bassines pour arriver à comprendre justement les mécanismes qui conduisent justement à ce qu'il y ait autant de tensions dans les territoires. Et donc ça, c'est un exemple qui montre à quel point la consultation doit s'opérer. Mais notre politique ne se résume pas qu'à la consultation. Le déploiement de la loi climat-résilience, aujourd'hui, c'est l'énergie. C'est aller convaincre des collectivités territoriales de déployer des zones à faible émission mobilité. Quand on déploie l'accélération des énergies renouvelables, notre programme nucléaire, de sorte à avoir une décarbonation de nos modes de production d'énergie, on voit bien qu'on ne reste pas les bras ballants. Donc on veut mettre en application ce que nous avons décidé au niveau de l'Assemblée nationale et à côté de ça, accélérer, mais une accélération qui doit être concertée et acceptée. Alors, quelle piste d'adaptation et de lutte avec une France à plus 4 degrés? Je vous pose la question, Gilles Papin, quelles pistes peuvent être envisagées? Eh bien, on va les regarder ensemble, mais quelques-unes ont déjà été évoquées sur votre plateau, Jean-Christophe. Tout d'abord, c'est ce qui est mis dans le document du ministère de la Transition écologique. C'est un petit peu techno, mais on va essayer d'y voir un peu plus clair. Mettre à jour les normes et les réglementations dans les services publics. Ça concerne le réseau ferré, les infrastructures de télécommunications ou encore les transports.
accompagner l'adaptation des collectivités territoriales. Vous venez d'en parler sur votre plateau. Exemple, protéger certaines routes des inondations, identifier avec les collectivités territoriales quelles routes sont primordiales, sont nécessaires en cas de fortes pluies, ou encore protéger certains bâtiments de la chaleur lors des canicules. Et puis accompagner l'adaptation de l'activité économique, ça concerne l'industrie ou encore le tourisme. Pour chaque secteur seront élaborés des plans d'adaptation au changement climatique. Tout ça, ça nous donne un cadre, c'est très bien, mais pour le moment, il y a quelque chose qui n'a pas encore été abordé, c'est le financement. Quel argent, comment on trouve le budget pour accompagner, adapter ces acteurs publics, ces acteurs économiques dans le cas d'un scénario du pire? Merci Gilles, vous imaginez bien qu'on va l'aborder avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, Dimitri Carbonel, est-ce qu'on est résigné? Parce que ce que j'entends là, ce sont des solutions d'adaptation. C'est-à-dire, il va faire plus chaud, il va y avoir des phénomènes climatiques plus marqués. Et donc, il va falloir que notre société, nos entreprises, nos collectivités, les particuliers s'adaptent. On n'est plus là dans la lutte contre le réchauffement climatique. On est là en train de dire, attention, ça va changer. De toute façon, c'est inexorable, donc adaptons-nous. Alors, je vais prendre un parallèle. Imaginons que vous soyez en voiture. Imaginons que vous ayez un mur devant vous et que vous continuez toujours à la même vitesse. On évite d'appuyer sur l'accélérateur, déjà. Déjà, on évite, même on va essayer de freiner, parce que soit vous prenez le mur, ça c'est une première possibilité, soit deuxième, vous freinez, donc effectivement vous avez des mesures de décarbonation, d'atténuation, et puis derrière, si possible, vous avez peut-être un airbag ou des solutions si vous prenez le mur. Donc là, on en est à l'airbag, quoi. Grosso modo, il y a deux choses. D'un côté, il y a bien des mesures d'atténuation de notre impact, et de l'autre côté, une mesure d'adaptation. Et évidemment, moins on atténue, entre guillemets, plus ça va être compliqué de s'adapter. Sauf que là, on parle plus d'adaptation que de lutte. On a longtemps parlé de lutte contre le réchauffement climatique. Là, on commence à entendre de plus en plus le mot « il faut s'adapter ». Il faut adapter notre agriculture, il faut adapter notre industrie, il faut faire face comme on peut. Alors, non. La question de l'adaptation, ce n'est pas uniquement du court terme. Je prends un exemple, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. Il est évident que le maïs, par exemple, alors certes, on l'exporte, mais si, par exemple, on a une agriculture qui va servir les territoires, qui va nécessiter moins d'eau, alors est-ce que c'est du lin ou d'eau, alors pour l'alimentation, ça peut être différentes choses, eh bien, évidemment, on va être plus résilient, on va avoir moins besoin d'eau. Comme on a moins besoin d'eau, à ce moment-là, ça pourra en bénéficier à d'autres, alors que la quantité d'eau totale sera plus réduite. Alors que si, par exemple, on reste sur des modèles actuels, ça va être compliqué. D'autant plus que ça prend du temps. Je veux dire, on ne va pas demander à un agriculteur de passer du maïs au blé ou, par exemple, à d'autres productions qui nécessitent moins, ou l'orge, par exemple, qui nécessitent moins d'eau. Donc ça prend du temps. Et il faut commencer dès maintenant. Et la deuxième chose aussi qui est importante, c'est bien de se rendre compte qu'il faut faire attention que l'adaptation ne doit pas avoir un mauvais impact en termes d'atténuation. Je vais prendre un exemple concret, c'est la climatisation. On dit, génial, on climatise, donc j'ai froid. Sauf que ça rejette de l'air chaud à l'extérieur et ça empire en plus avec les émissions de CO2. Donc c'est la mauvaise adaptation. Et donc il faut associer adaptation, bonne adaptation, c'est je réduis potentiellement ma quantité d'eau ou d'énergie que je vais utiliser. À la fois, j'ai un bénéfice en termes financiers, puisque ça me coûte moins cher. Potentiellement, je suis moins dépendant. Mais c'est ce qu'on a fait avec la crise énergétique cet hiver, par exemple. Exactement. Et donc, il faut vraiment combiner tous ces éléments ensemble. Logement, énergie, transport. J'ai l'impression qu'on en parle depuis des années, de ces évolutions en matière de logement, en matière d'infrastructure, etc. Ça veut dire que on a mal fait, qu'on n'a pas fait, ou qu'il faut encore aller plus loin? Non, il faut aller encore plus loin. Et si on parle de ces trois secteurs, c'est tout simplement parce qu'ils ont un effet les plus importants sur les gaz à effet de serre. Je prends l'exemple des transports. C'est 30% de nos gaz à effet de serre. Et donc, il faut absolument lutter pour accompagner la transition, accompagner cette transformation de notre modèle. Et à côté de ça, je pense qu'il y a aussi un volet qu'on va sans doute aborder, le sujet du financement. Alors justement, parce que derrière ces mesures, c'est 2,3 milliards d'euros selon le gouvernement. Alors une question simple, qui va payer? C'est très simple, il faut qu'on travaille tous ensemble à un changement de notre modèle de société, où le terme croissance doit avoir sans doute une autre définition. Alors c'est quoi? C'est la décroissance comme le prônent certains écologistes? C'est une autre croissance. Et ça, moi, je n'ai aucune difficulté à l'assumer. C'est notamment sur la comptabilité de nos entreprises, travailler sur la comptabilité verte, pouvoir travailler sur des modèles qui mettent en avant
les bienfaits de la nature sur notre économie, sur notre PIB. Et puis, à côté de ça, mettre sur la table au niveau européen, peut-être l'engagement de peut-être certaines personnes qui ont un peu plus de moyens et qui pourraient participer plus fortement au sujet du financement de la transition écologique. Alors, l'économiste Pisani-Ferry disait dans son rapport présenté hier qu'il fallait sans doute taxer les riches, que ça serait une mesure clé selon son rapport. Je vous propose d'écouter à ce propos l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Elle était l'invitée de France Info aujourd'hui. Il faut une justice fiscale, donc faire payer davantage les riches et les ultra-riches qui payent moins que les classes moyennes pour que ça rentre dans les caisses de l'État et effectivement qu'on puisse financer des actions d'intérêt général sans refaire d'impôts sur les catégories moyennes, d'une part. Et deuxièmement, il faut agir pour l'environnement. Et ce qui me choque dans les annonces qui viennent d'être faites, c'est qu'on annonce une nouvelle fois une consultation publique. Mais de qui se moque-t-on ? Alors évidemment, la consultation, ça fait réagir forcément, on en a déjà parlé. Dimitri Carbonel, Ségolène Royal, elle dit que oui, qu'il faut aussi taxer les riches, qu'il ne faut pas faire porter tout le poids aux classes moyennes de cette transition écologique. Alors, moi, je dirais, la question, c'est pas riche, ultra riche, etc. C'est en fonction de la contribution. Alors, il y a une loi empirique qui s'appelle la loi de Pareto, qui est simple. 80% entre guillemets des causes proviennent justement d'un pourcentage de 20% en fait, par exemple potentiellement la population ou d'autres choses. Bon, c'est voilà, trouver facilement. Il est évident que les personnes qui contribuent le plus en termes d'émissions de CO2 doivent évidemment, ont le plus de potentiel pour le réduire et doivent aussi avoir un rôle plus important dans la décarbonation et dans leur impact. Donc voilà, il faut que ça soit proportionné. Après, je pense, c'est un point qui est important, l'objectif, c'est pas commencer à dire, se battre les uns contre les autres. En revanche, si par exemple, il y a des exagérations, il y a une chose moi, qui m'a particulièrement choqué, c'est dans la ville de Châteauneuf-Grasse, si je me trompe pas, où il y a des habitations, je crois qu'il y a des maisons de Berlusconi, l'ancien roi Albert II, qui consomment beaucoup d'eau. C'est pas juste. De la même manière, il faut aussi qu'il y ait une justice, sinon personne n'acceptera. Alors Dimitri Carbonel dit qu'il ne faut pas monter les Français les uns contre les autres, finalement, sur cette question du changement climatique. Pourtant, même en Macronie, on n'est pas d'accord. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, dit que oui, la taxation des plus riches peut être légitime. Alors, immédiatement, il a été démenti par Olivier Véran et Bruno Le Maire. Bruno Le Maire dit non, c'est pas la solution. L'impôt, c'est pas la solution. Il faut rappeler que alors on fait comment ? Notre pays... On consulte ? Oui, alors il faut rappeler que notre pays a quand même un niveau de fiscalité qui est le plus important de toute l'Europe. Donc moi, c'est pour ça que je porte plutôt la nécessité qu'il y ait une cohérence au niveau européen pour qu'il y ait une fiscalité qui soit juste et que ceux qui ont le plus de moyens contribuent plus fortement à la transition écologique. Mais ça, c'est très bien, mais vous êtes député français et la loi, vous allez la voter ici. D'abord, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses au niveau européen. Aussi des moyens de travailler. Est-ce qu'on taxe les plus riches ? Je vous pose la question. Européen. En tout cas, on ne met pas les Français les uns contre les autres, comme Ségolène Royal, qui, souvenez-vous, dans le cadre des portiques, avait on s'en souvient. Travaillé justement sur cette lutte entre les classes. Et donc moi, je pense plutôt qu'il faut travailler au niveau européen, ne pas brider l'innovation, de sorte à ce que nous puissions ensemble financer convenablement cette transition écologique. Donc, vous ne me répondez pas sur taxer les riches parce qu'il n'y a pas encore de position unitaire dans la Macronie. Non, aucune difficulté. J'ai fait partie de ceux qui ont porté le malus. Christophe Béchu dit pas de tabou. J'ai fait partie de ceux qui ont porté, c'est moi qui l'ai porté avec Barbara Pompili, le malus au poids sur les véhicules, notamment les véhicules les plus lourds. Donc je ne vais pas vous dire ça vous gêne pas. que ça me gêne. Je dis simplement qu'il faut que ça soit cohérent et que ça ne bride pas l'innovation parce qu'on aura besoin du financement de cette innovation pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci à tous les deux d'être venus ce soir en direct sur France Info. On en vient